Et si l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire, celle qui nous a appris que la Terre tourne autour du Soleil, n'avait pas vraiment commencé avec le nom qu'on connaît tous? C'est une idée assez folle, non? Aujourd'hui, on va justement explorer l'histoire d'un astronome, un nom que l'histoire a presque oublié, mais dont le travail a littéralement posé les fondations de notre vision d'univers. Alors, de qui parle-t-on? Eh bien, son nom c'est Abou al-Hassan Ala al-Din, mais on le connaît surtout sous le nom d'Ibn ash-Shatir. Mais oublions un instant les grands noms et les dates. Imaginez plutôt un jeune garçon complètement fasciné. Pas par les jeux habituels, non, mais par le mouvement du soleil, par le jeu constant entre l'ombre et la lumière. C'est cette fascination, cette passion d'enfant qui va être le point de départ de tout. Alors c'est parti. On plonge dans sa jeunesse. Direction Damas en l'an 1304. On va découvrir les débuts d'un esprit brillant qui, sans même s'en douter à l'époque, allait un jour faire trembler plus de 1000 ans de certitude sur le cosmos. Il faut savoir que sa vie n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Il a perdu ses parents à seulement 6 ans. C'est son grand-père qui l'a élevé et qui lui a appris un métier, la marqueterie d'ivoire. C'est un art qui demande une précision, mais une précision d'horloger, une patience incroyable. Et c'est justement cette rigueur, cette discipline apprise dès l'enfance qui va forger son esprit. C'était la préparation parfaite pour le travail méticuleux qui l'attendait. Mais voilà, travailler avec ses mains aussi précisément soit-il, ça ne lui suffisait pas. Il avait une soif de connaissances insatiable. Pour comprendre le ciel, il lui fallait des outils intellectuels. Alors il a décidé de partir. Il a entrepris un véritable voyage à la recherche du savoir dans les plus grands centres intellectuels de son temps. Son parcours est assez impressionnant. Il quitte Damas, direction le Caire, puis Alexandrie. Là-bas, c'était le top du top pour étudier les maths et la géométrie. Il a littéralement bu tout le savoir disponible. Et quand il est revenu à Damas, ce n'était plus l'apprenti artisan, c'était un maître. Il a même décroché un poste super prestigieux, chronométreur en chef de la grande mosquée des Omeyyades. Un rôle crucial qui demandait une maîtrise absolue du mouvement des étoiles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avant de réécrire Les Loin du ciel, Ibn al-Shatir a dû fabriquer ses propres outils pour le lire. Ce n'était pas juste un penseur, un théoricien, c'était un inventeur. Un véritable ingénieur du cosmos. Ce qui est vraiment fascinant chez lui, c'est ce mélange parfait entre la théorie et la pratique. Par exemple, il a perfectionné l'astrolabe. Il a inventé un cadran universel, une sorte de couteau suisse de l'astronomie de l'époque. Il a même conçu un cadran solaire géant pour la mosquée. Et tout ça, ce n'était pas juste pour le plaisir de l'invention. Ces instruments, d'une précision folle pour l'époque, avaient un but très concret. Calculer les heures de prière. C'était au cœur de la vie de tous les jours. Et c'est vraiment là que tout bascule. Avec ses outils ultra précis et ses observations, Ibn al-Shatir est prêt à corriger le cosmos. Il s'apprête à lancer une révolution silencieuse, en s'attaquant à un monument, une théorie qui tenait bon depuis plus de 1000 ans, le fameux modèle de Ptolémée. Il faut bien se rendre compte de ce que ça voulait dire. Le modèle de Ptolémée, ce n'était pas juste une théorie, c'était la vérité. Depuis l'Antiquité, tout le monde était d'accord. La Terre est au centre, elle ne bouge pas, et tout le reste, le Soleil, les planètes, tournent autour. Bien sûr, certains avaient remarqué des trucs qui clochaient, des incohérences. Mais personne, absolument personne, n'avait réussi à proposer un autre modèle, un modèle mathématique qui tienne la route. Et là, c'est le choc. D'un côté, on a le modèle de Ptolémée, super compliqué, avec la Terre au milieu de tout, et de l'autre, la correction d'Ibn al-Shatir. C'est simple, c'est élégant. Il va prouver, par les maths, que les planètes, y compris la nôtre, tournent autour du Soleil. Et que seule la Lune, elle, tourne autour de la Terre. Fini les calculs tordus et les rustines. Il propose un système qui, enfin, colle parfaitement à ce qu'on observe dans le ciel. Et son raisonnement, franchement, il est d'une logique imparable. Il part d'une observation toute simple, une question qui tue. Si tout tourne bien sagement autour de la Terre, pourquoi le Soleil ne se lève et ne se couche pas toujours au même endroit? Pourquoi son chemin dans le ciel change avec les saisons? Il n'y a qu'une seule réponse logique à ça. Ce n'est pas le Soleil qui bouge comme ça, c'est nous. C'est la Terre qui bouge. On arrive maintenant à la partie la plus troublante de cette histoire. Celle d'un héritage volé, ou du moins attribué à quelqu'un d'autre. Parce que le travail incroyable d'Ibn al-Shatir, il a été fait presque 2 siècles avant la grande révolution scientifique en Europe. Pourtant, son nom a été comme effacé, et son héritage a été donné à un nom beaucoup plus célèbre. Ce nom, bien sûr, c'est celui de Nicolas Copernic. Son livre, publié en 1543, est vu comme l'acte de naissance de l'astronomie moderne. Le truc, c'est que dans ses écrits, il n'y a pas une seule ligne, pas un seul mot sur Ibn al-Shatir. Rien. Et donc, pendant des siècles, tout le monde a pensé que Copernic avait eu cette idée de génie tout seul.
Sauf que l'histoire, parfois, elle réserve des surprises. Et le grand rebondissement, il arrive bien plus tard, en 1973. Cette année-là, en Pologne, le pays de Copernic, des chercheurs font une découverte absolument dingue. Une découverte qui va tout simplement réécrire une page entière de l'histoire des sciences. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Des manuscrits arabes. Et à l'intérieur, les modèles mathématiques d'Ibn el-Shatir. En les comparant aux travaux de Copernic, les similitudes sont hallucinantes, tellement identiques que ça ne peut pas être une coïncidence. La conclusion des historiens est sans appel. Copernic a eu accès à ces travaux. Il s'en est servi comme base pour son propre modèle, mais il n'a jamais cité sa source. 51. C'est le nombre d'années qu'Ibn al-Shatir a passé à étudier, à inventer, à écrire. Il faut bien comprendre que ce travail révolutionnaire, ce n'est pas un éclair de génie, un coup de chance. Non, c'est le résultat d'une vie entière de dévouement. 51 ans de travail acharné qui ont, en réalité, posé les vraies fondations de l'astronomie moderne. Au final, l'histoire d'Ibn al-Shatir, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Son histoire, qui a été redécouverte si tard, elle nous oblige à nous demander comment l'histoire des sciences est-elle vraiment écrite? Combien de génies, combien de pionniers comme lui attendent encore dans l'ombre que leur contribution soit reconnue? Ça nous rappelle que la science, c'est une grande chaîne, une transmission, et qu'il est peut-être temps de redécouvrir tous les maillons oubliés.